merci à tout le monde et merci à l'ensemble de nos auditeurs d'avoir choisi la radio municipale de Ziguinchor. Nous revenons comme tous les mardis pour votre émission L'environnement en question. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, M. Mamadou Talibé Diallo, qui est en même temps le point focal du club changement climatique de Ziguinchor. Il est le président du GIE Vision Future, structure évoluant dans la gestion des ordures, président de l'association SOS Environnement de Ziguinchor, président de la zone 1A de l'EDECAF de Ziguinchor, président dans beaucoup de structures, M. Mamadou Talibé Diallo, Kassoumay. Kassoumay Keb Ali. Yang si jam. Yang si jam, alhamdulillah. Milan hiro kadi bandiraɓe fulɓe kada wanduɗaɓe heɗade radio municipal mo Ziguinchor on kam. Voilà, c'est ça la Casamance. Pourquoi je l'ai salué comme ça? C'est un jeune qui est, on peut dire, il est Peul, il est Diola, il est Mandé, il est tout. Donc il a cette particularité, un jeune leader aussi dans la région de Ziguinchor qui s'active dans beaucoup de choses. Son engagement n'est plus à démontrer. Nous n'avons pas besoin que lui-même le dise, nous le savons. Nous sommes bien placés pour parler de Mamadou Talibé Diallo. Un jeune très engagé pour les causes de la Casamance, mais surtout dans le domaine de l'environnement. Talibé, qu'est-ce qui explique votre amour pour la gestion de l'environnement? Je pense que mon amour d'abord est lié à ma formation également, parce que j'ai fait le lycée technique agricole où j'ai eu mon bac technique en gestion d'exploitation en 2005. Donc cela, une fois de plus, me permet de pouvoir m'exprimer librement et facilement dans les questions de gestion de l'environnement. Mais également, le fait que je suis né en Casamance, quand on parle de la Casamance, on l'identifie par sa verdure. C'est pour cela qu'on dit la verte Casamance. Et j'ai constaté que cette verte Casamance est en train de disparaître. Ça tend vers la Casamance zone, comme moi je l'appelle. Et donc, on s'est dit, il faut que les gens puissent s'investir pour au moins avoir un cadre de vie, avoir vraiment léguer quelque chose de palpable à notre jeune génération. Parce que si on laisse ça comme ça, on va léguer le désert à la jeune génération qui va venir. Alors qu'en ce moment-là, nous serons comptables de tout ce qui se fait. Donc c'est pour cela que nous avons pensé également qu'on peut jouer notre partition dans la gestion de l'environnement. Oui, Talibé, un jeune qui a grandi dans la région de Ziguinchor. Talibé a fait le département de Bignona étant jeune. Talibé a fait le département de Bignona, beaucoup de villages de Bignona. Aujourd'hui, Talibé, selon vous, quelles sont les causes réelles de cette déforestation notée dans la région de Ziguinchor? Oui, vous savez, la cause principale, c'est que les gens pensent qu'avec la forêt, on peut gagner des millions. Avec la forêt, on peut gagner facilement sa vie. Avec la forêt, les gens pensent que voilà, la forêt est impersonnelle, donc personne ne va te limiter, donc tu vas pouvoir faire ce que tu penses et comme tu le veux. Et malheureusement, ils ne savent pas qu'en détruisant la forêt, on est en train de détruire toute une vie. Parce qu'en réalité, on n'y gagne absolument rien si ce n'est pas installer plus la pauvreté. Parce qu'avec la forêt, on peut encore mieux gagner. Si on rationalise, si on fait une meilleure gestion, on peut encore exploiter la forêt à des centaines d'années, voire à des milliers d'années, sans qu'on s'improvise. Parce que sinon là, il y aura plus de pauvreté que ce que l'on pense. Parce qu'on n'aura pas d'eau, on ne pourra pas faire l'agriculture, mais également on n'aura pas en tout cas un sol fertile qui pourra nous permettre de pouvoir répondre à nos besoins alimentaires. Oui, Talibé, vous avez dit, c'est une réalité, c'est un constat, mais la réalité aussi, c'est souvent on indexe la jeunesse. Vous êtes le responsable des jeunes dans la région et surtout dans le département de Bignona. On indexe souvent que ce sont les jeunes qui sont au devant. Mais les jeunes souvent disent que parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est le chômage qui règne surtout dans le département de Bignona, qui leur pousse souvent à aller vers cette activité qui est la déforestation.
Bon, comme je te l'ai dit, hein, les gens pensent à la facilité. Parce qu'en réalité, moi je me rappelais, avant 2005, derrière le lycée technique agricole, il y avait une forêt classée. Depuis que le jour qu'on a déclassé cette forêt, à peine 3 ans après, la forêt elle est finie. Parce que les gens pensent à la facilité. Je coupe 3 troncs d'arbres et j'ai un 2000 ou un 3000 francs. Mais à chaque fois que tu le fais, tu ne sais pas que tu es en train de te détruire toi-même. Aujourd'hui, quand ils ont besoin de troncs, ils sont obligés d'aller à des milliers de kilomètres pour pouvoir avoir un tronc. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas ce qui explique pour dire qu'il n'y a pas d'emploi. Non, ils ont exploité seulement une seule partie. Ils se sont tous les jeunes de Bignona ou de Ziguinchor, sont tous riés vers la forêt. Et ça pose problème. Il y a des niches d'emploi qu'on peut exploiter. Il y a par exemple, comment s'appelle-t-il, aujourd'hui l'horticulture. Quand un jeune fait l'horticulture, combien il peut en gagner? Il peut gagner encore mieux que d'aller couper un tronc d'arbre. Quand un jeune, par exemple, se lance dans l'élevage, il peut gagner encore mieux que de couper un arbre. Quand un jeune se lance dans l'agriculture, d'une manière générale, de dire, par exemple, il peut gagner encore mieux que ce qu'il est en train de gagner dans la coupe de bois. Donc, c'est pour moi, ce n'est pas un réel débat pour dire que parce qu'il n'y a pas l'emploi, qu'on va aller couper les arbres. Non, je pense que c'est parce que les gens ont seulement regardé dans seulement ce sens-là. S'ils avaient exploité encore d'autres créneaux, peut-être ils n'allaient pas toucher ces arbres-là. Et ils verront qu'ils vont gagner encore 10 fois plus que ce qu'ils sont en train de gagner dans la forêt, en installant encore plus le désert, en installant encore la pauvreté dans nos terroirs. Mais à ce niveau-là, vous ne pensez pas que l'État, toutes les structures n'ont pas failli à leur mission de sensibilisation, de conscientisation de cette jeunesse? Oui, ça on peut le dire ainsi, parce que nous tous, que ce soit l'État, que ce soit le parent qui est là, que ce soit les structures de jeunesse, les associations et autres, devaient s'investir vers la sensibilisation, vers la conscientisation. Mais le jeune lui-même, d'abord, sa part de responsabilité, c'est quoi? Quand je suis dans une société, moi aussi, je dois pouvoir me dire que j'ai une part de responsabilité. Et donc, ma part de responsabilité, ce n'est pas d'aller détruire. Ma part de responsabilité, c'est d'avoir aussi, moi aussi, d'être conscient de ce que je fais. Parce que aujourd'hui, personne, en tout cas, ne dira pas qu'il n'est pas conscient que quand je coupe un arbre, pour que l'autre arbre pousse, ça va pousser encore prendre des années. Et quand je dois couper 10 arbres, que je dois pouvoir planter, reboiser. Quand je dois faire ceci, voici les conséquences. Individuellement, les gens le savent. C'est vrai. Il faut passer à la sensibilisation, il faut continuer à sensibiliser, à conscientiser. Oui, ça, l'État devait le faire parce que c'est lui le garant de toute la nation. Mais au-delà de lui, il y a des associations, il y a des associations communautaires telles que le Conseil et autres qui aussi doivent le faire. Mais le jeune lui-même, dans la société, qu'est-ce que toi tu fais pour la société? Est-ce que tu vas rester là à détruire la société? Est-ce que tu ne devais pas penser que les actes que tu poses là peuvent demain être néfastes pour toi-même et pour ta famille? Et donc quand tu as tout cela, ça te permettra de prendre conscience et de faire des activités licites. Oui, je suis d'accord. Mais souvent, vous savez, tout le monde n'a pas le même degré d'appréciation. Certains, dans des débats, même te diront non, ce qu'on dit, le désert ne va jamais arriver là. Et le constat, nous le constatons que malheureusement, ça avance. Donc, sur ce plan-là, je pense que la sensibilisation doit continuer, quelle que soit la responsabilité individuelle de chacun. Oui. Ça, tu as parfaitement raison. Par exemple, si je prends le cas de notre association Projet Club Changement Climatique, nous avons un programme qu'on est en train de dérouler dans les écoles pour conscientiser les jeunes enfants. Parce que nous pensons que peut-être avec cette jeune génération, si on les conscientise sur les concepts de l'environnement, sur la cohabitation entre les personnes et la forêt, parce que Dieu a fait que la Casamance, on avait ça. Aujourd'hui, le fait qu'on dit à chaque fois cette forêt-là, ça a permis au moins d'avoir des arbres de centenaires. Aujourd'hui, si vous allez dans le Oussi, vous trouvez des arbres qui font des centenaires. Et on te dit ici tout de suite, si tu coupes un arbre, tu risques de laisser ta vie. Et donc les gens y croient.
Et ils sont en train de préserver cela. Et donc, ce sont ces types d'attitudes que les gens avaient auparavant qui permettraient de conserver les forêts. Aujourd'hui, si vous allez par exemple dans mon village qui s'appelle Boukoutoup, on a une forêt sacrée qui est là, au moins, même si elle n'est pas étendue à des kilomètres, mais quand même une forêt que tout le monde est en train en tout cas de préserver. Parce qu'on dit que quand la forêt là n'est plus là, les gens auront des difficultés, des malheurs, etc. Donc si on arrive à inculquer encore ces mêmes pratiques à des gens, on allait trouver des forêts encore beaucoup plus intéressantes dans la Casamance et surtout dans cette partie du Nord Sindia. Parce que ça fait mal. Quand tu viens sur la route, tu as l'impression que la forêt elle est intacte. Mais allez-y à 500 mètres après la route, il n'y a aucun grand arbre. Il n'y a que des arbustes. Et donc ça pose problème. Donc nous sommes en train de développer nos programmes dans les écoles qu'on appelle par exemple la sensibilisation citoyenne. Donc on essaie de parler avec les jeunes sur les arbres, sur l'utilité des arbres, sur comment conserver les arbres, quelle doit être les cohabitations entre les populations et les arbres, et comment même aller vers les reboisements. Donc tout cela, nous sommes en train d'essayer en tout cas de conscientiser ces jeunes élèves dans leur niveau. Mais aussi à travers ce qu'on est en train de faire. C'est une manière de parler à la population. Et aussi, nous sommes dans le conseil régional, nous essayons également de porter des plaidoyers, d'aller vers les jeunes, de faire des reboisements de masse. Tout cela, c'est pour que le jeune et la population environnement prennent conscience que si les gens quittent de loin pour venir reboiser, parce que ces gens-là pensent que c'est intéressant. Et donc la population locale qui est là-bas doit elle-même s'investir à faire la même chose, mais aussi à protéger les arbres qui sont reboisés, afin qu'on puisse revêtir notre couvert végétal. Voilà, je rappelle que vous suivez votre émission L'environnement en question. Cette émission est sponsorisée par le club Changement climatique de Ziguinchor, que nous remercions de passage, son président et l'ensemble des membres. Et du côté de l'université Hassan Sek, nos partenaires étudiants qui sont vraiment engagés dans la protection de l'environnement, nous vous saluons de passage. Président, vous êtes le point focal de ce club, mais avant de parler de ce club, vous avez parlé, oui, la jeunesse, sensibilisation, tout cela. Mais aujourd'hui, il y a certaines localités qui vous disent, oui, nos parents ont reboisé des forêts, ont encadré ces forêts. Nous avons grandi auprès de ces forêts ou dans ces forêts. Nous ne bénéficions pas, on constate les autorités donnent des autorisations de coupe de bois, des gens qui viennent avec du matériel sophistiqué, détruire toute une forêt. Ça aussi, ça a fait révolter parfois la jeunesse. Oui, ça c'est ce qu'il faut dénoncer. Parce qu'en réalité, la forêt d'abord doit servir à ceux qui habitent avec la forêt. Ça, comme on le dit, l'adage le dit, en broute là on mange, là on loge. On ne peut pas avoir toute une forêt et que cette forêt-là également ne nous serve pas. Non, il faut qu'on puisse se servir de la forêt tout en préservant la forêt. D'abord, c'est ça qu'il faut d'abord préconiser. Maintenant, c'est vrai, la forêt appartient, et le domaine public appartient à l'État. Mais il y a des gens qui ont moins conservé, qui ont moins été à côté de ces forêts-là. Donc s'il y a un bénéfice, ces gens-là aussi devaient sentir le fait qu'ils cohabitent avec cette forêt parce qu'il y a tous les dangers avec quoi ils sont en train de braver. Maintenant, il faut qu'on puisse les permettre aussi de pouvoir se servir de cette forêt et de temps à autre aller. Par exemple, moi j'ai vu quelque part où les gens ils marquent les arbres qu'il faut couper dans l'année. On te dit cette année, nous tous, la communauté est d'accord qu'on peut couper que par exemple une centaine d'arbres. Et chaque maison peut avoir la possibilité de couper par exemple 5 arbres. Mais au préalable également, chacun s'engage à reboiser 10 arbres. C'est une manière, c'est une gestion rationnelle. Donc on saura chaque année combien d'arbres ont été éliminés et combien d'arbres qu'on a reboisés et combien d'arbres également qui restent dans la forêt. Donc si on a cette gestion collégiale entre les communautés et l'État central, tu verras, il y aura une synergie d'action dans la forêt. Et ça permettra que personne ne soit frustré. Mais sinon, nous dénonçons avec la plus grande énergie ces coupes
illicite que font en tout cas ces industriels du bois au détriment de la population locale et au détriment même de l'État du Sénégal. Oui, problématique, on ne peut pas parler de cette question sans entendre la voix de la jeunesse de la région. C'est par rapport à ce qui se passe entre la Casamance et la Gambie, une partie du Sénégal, vers le nord Signan, trafic de bois intense. Ça, à ce niveau-là, quelle est la position de la jeunesse de Ziguinchor? Oui. Comme je l'ai dit, nous dénonçons avec jusqu'aux dernières énergies, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est les deux communautés, c'est des communautés qui sont transversales. Si vous allez en Gambie, vous trouvez la communauté sénégalaise établie en Casamance qui est en Gambie. Vous allez au Sénégal aussi, en Casamance, vous trouvez les mêmes communautés. Et les villages même sont intermêlés. Vous ne pouvez pas des fois même savoir ici, c'est la frontière s'arrête là, etc., etc. Mais quand il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de couper des arbres et de les revendre quelque part parce que les gens se disent que c'est des arbres venant de la Casamance qui transitent par la Gambie, nous interpellons vraiment l'autorité gambienne pour que ces coupeurs, ces vendeurs, ces dealers d'arbres soient vraiment identifiés et sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un désert qui s'installe en Casamance, forcément ça va s'installer en Gambie. S'il y a une avancée notoire de désert en Casamance, ça va affecter les Gambiens. Parce qu'il y aura moins de pluie, s'il y a moins de pluie en Casamance, il y aura moins de pluie forcément en Gambie. Parce que nous sommes dans une même zone géographique. Donc, les mêmes causes vont avoir les mêmes conséquences pour les deux peuples. Donc je pense que c'est le moment que les deux États puissent vraiment combattre la chose. Si eux-mêmes, ils ne trouvent pas leur intérêt là-dedans. C'est la question qu'il faut se poser. Mais nous, la jeunesse de la région, nous avons toujours décrié cet état de fait. Nous avons toujours décrié ce coupe d'arbres. Quelles que soient les personnes qui sont impliquées là-dedans, nous dénonçons avec la plus grande énergie. Voilà, président dénoncé, les jeunes sont le présent, les jeunes sont l'avenir, on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ou savoir le degré d'engagement de la jeunesse sur les questions environnementales au niveau de la Casamance? Oui, le fait qu'on dit les jeunes c'est l'avenir, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous sommes le présent et nous sommes l'avenir. Donc sans les jeunes, le présent n'a rien, ce n'est pas intéressant. Donc c'est pour cela que nous sommes le présent. Aujourd'hui, tout de suite, vous nous demandez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous allez nous demander qu'est-ce que vous allez faire? Non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire tout de suite? Donc nous sommes en train, en tout cas, avec nos différentes associations, nos différents démembrements qui se trouvent dans les communes, dans les départements, dans les arrondissements, à faire de la sensibilisation, à faire du reboisement, mais aussi à dénoncer. Quand c'est pas bon, nous disons halte, c'est pas bon. C'est pas ces pratiques-là qu'on attend. On peut se tromper, parce que des fois, on nous dit qu'on n'est pas mature, on a ceci, cela, mais on pense que quand c'est pas bon, tout le monde sait que là, c'est pas bon. Et nous essayons de faire des dénonciations, nous essayons de faire des reboisements de masse à travers le Conseil régional de la jeunesse, comme on le dit. Et au moins, depuis que notre accession, depuis en 2016, chaque année, nous faisons du reboisement. Nous avons commencé par les mangroves de Tobor. Aujourd'hui, nous sommes avec les filao au niveau de Djembéren. Et l'année prochaine, nous sommes en train de voir est-ce que même il ne faut pas aller vers le reboisement du Mad, vers le reboisement du Dita dans les forêts de la Casamance. Parce que nous voyons de plus en plus, il y a une rareté parce que les gens font une exploitation irrationnelle du Mad. Au lieu d'aller cueillir le mad au niveau même là où il se trouve, les gens coupent la liane et ils tirent. Quand ils coupent la liane et vous tirez, c'est vrai, vous récoltez beaucoup en même temps. Mais l'année prochaine, vous n'allez pas récolter. Parce que la liane là, pour qu'elle pousse, elle a fait au moins 3, 4, 5 ans avant qu'elle soit vraiment une bonne liane qui est productive. Donc les mads sont en train d'être agressés et on risque vraiment la marque casamançaise qui
et la MAD qui est le DITA qui est ici, etc., on risque dans 5, 6 voire 10 ans avoir une baisse drastique de productivité à cause de ces coupes illicites. Donc nous pensons également, avec la complicité des eaux et forêts, pouvoir reboiser ces espèces pour qu'au moins on puisse encore redonner un nouveau souffle à ces variétés-là. Voilà, vous avez parlé de vos actions de reboisement, surtout du côté de Diembéring. Est-ce que vous pourrez revenir sur cette initiative? Parce que, en dehors de ce reboisement, c'est pour éviter l'avancée de la mer dans cette partie sud du pays. Exactement, parce que nous, c'est à l'issue d'une célébration de la Journée mondiale de l'environnement de 2019 que le gouverneur de région nous a saisis pour nous dire. Nous avons constaté que la mer avance au niveau de Diembéring et d'une manière vraiment exponentielle, d'une manière très rapide. Parce que chaque année, la mer prend au moins 20 mètres. Et selon les experts, si on ne fait rien d'ici 30 ans, Diembéring, avec tout le patrimoine historique que Diembéring regorge, risque de disparaître, risque d'être rayé sur la carte continentale sénégalaise. Et donc, il nous a saisis et il nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il a dit, on vous promet de revenir ici et de faire du reboisement. Et depuis lors, on a reboisé la première édition 10 000 pieds de mangrove. La deuxième édition, on a reboisé 11 250 pieds de filao du moins. Parce que les filaos ont la capacité de retenir du sable, de fixer le sable. Et il y aura des dunes de sable qui vont se former autour du pied de filao et qui pourront au moins ralentir l'avancée de l'océan. Et ça, c'est juste des solutions intermédiaires. Les grosses solutions, c'est l'État qui peut les apporter en mettant vraiment des barrières, des cailloux, de telle sorte que quand les vagues vont venir, vont se briser au niveau de ces grosses pierres et donc ils ne vont pas venir vers le continent. Donc ça, on a vu, la première année, il y avait un peu une réticence, la population n'était pas là trop, jusqu'à la dernière journée où les jeunes même du village se sont mobilisés. Mais la deuxième année, les jeunes du village vraiment étaient avec nous, du début à la fin. Et donc cela veut dire qu'ils ont compris. Ils ont même reboisé avant nous-mêmes. Ils ont tenu une séance de reboisement grâce à une association qui est à Diembéring. Ils ont reboisé 10 000 pieds avant que nous arrivions. Lorsque nous sommes arrivés encore, ils étaient avec nous pour reboiser. C'est pour vous dire qu'ils se sont appropriés de l'activité. Et ils sont en train même eux-mêmes de veiller à ce que les plantes-là ne soient pas détruites par les animaux qui divaguent, mais aussi par les personnes. Parce que des fois, c'est des exploitations des uns et des autres. Quand vous plantez un arbre, bon, quand quelqu'un n'a pas compris, il peut se dire que bon, ils vont réduire mon espace arable où je cultivais, etc., etc. Alors que tant que la mer avance, un jour, toi-même, ton espace arabe là va partir. Tu ne peux plus cultiver là-bas. Donc, il faut fixer, il faut ralentir l'avancée de la mer. Donc, c'est pour vous dire qu'au-delà du geste de reboisement, nous sommes en train de protéger un site historique qui est Diembéring, mais aussi nous sommes en train de protéger une plage très jolie où vraiment les touristes, les Sénégalais qui veulent connaître cette partie pourront aller visiter et ils verront qu'ils peuvent même venir habiter dans Diembéring et alentour. Oui, Président, le reboisement c'est bien, on a l'habitude de le constater, on reboise, folklore, mais est-ce que réellement il y a un vrai suivi de ces arbres que vous plantez? Oui, moi, en tout cas, on s'est donné un sacerdoce. Tant que nous sommes dans le conseil, tout ce que l'on fait, on fera un suivi. Et je vous assure, peut-être qu'on ira ensemble quand vous êtes disponible. On va voir de visu les arbres que nous sommes en train de planter. Parce que c'est vrai, c'est une mobilisation de jeunes. Et autour de ça, au-delà du reboisement, nous faisons un peu de la sensibilisation parce que ça nous permettra également de parler avec les jeunes sur les questions environnementales. Mais aussi, il y a l'utile et l'agréable. Des fois, nous jouons un peu nos djembés, etc., pour animer le camp. Mais ce qui est important, pour nous, c'est qu'on puisse participer au moins à ralentir l'avancée de la mer au niveau de Diembéring. Et je pense que si vous avez le temps, vous pouvez vous-même vous rendre là-bas et voir de visu les arbres que nous sommes en train de planter et à quelle hauteur ils sont.
et quels sont le taux comment s'appelle-t-il, le taux de réussite, parce que nous pensons que nous avons plus de 50% de taux de réussite concernant le reboisement de mangroves. Inch'Allah, c'est promis, il y aura une émission de la radio municipale de Ziguinchor qui se fera à Diembéring, voir le camp de reboisement du conseil régional de la jeunesse. Tout ce qui est fait là-bas et le suivi. Président, vous avez fait 2 éditions, on peut s'attendre à une 3e édition? Oui, une 3e édition, oui, mais nous sommes en train de voir, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que nous n'allons pas changer mais cette fois-ci d'endroit ou d'approche? Parce qu'au-delà de le reboisement, il y a même des populations qui sont dans les îles qui ont un problème d'accès, de sortir dans le continent. Et parce qu'ils n'ont pas de route qui sont qui leur permettra de mouvoir s'il y a, après la pluie. Nous sommes en train de voir avec des objets recyclables tels que les pneus, à pouvoir même au moins faire des ponts qui permettra à ces populations de pouvoir se déplacer d'un village à un autre dans les îles. Parce que si vous regardez, Diembéring est constitué de beaucoup de villages qui sont dans les îles. Donc nous sommes en train de voir si on peut faire ce type d'initiative. Ou bien, comme je l'ai dit, il y a aussi Kafountine qui est menacé. Kafountine à Bénin qui sont menacés. Et pourquoi pas rediriger un peu notre action vers là-bas. Comme les villages de Diembéring sont maintenant, les populations sont vraiment, se sont appropriés vraiment de l'activité. Parce qu'on leur avait trouvé là-dedans, mais maintenant encore, on est venu les renforcer. Et je pense qu'ils peuvent, sans nous, peut-être continuer à protéger ces arbres, mais également à renforcer le tissu forestier à ce niveau. Pourquoi pas aller voir peut-être dans le Kafountine, dans le Bénin, ou même, comme je le viens de dire, renforcer la forêt avec des fruits, des plantes fruitières telles que le mad, le détail et autres. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle toujours que nous sommes ici au jardin de la mairie de Ziguinchor pour l'émission L'environnement en question. Nous avons comme invité M. Mamadou Talibé Diallo, président du conseil régional de la jeunesse. Il est aussi le point focal du club changement climatique. Il est le président du GIE Vision Future, structure évoluant dans la gestion des ordures. Il est le président de l'association SOS Environnement Ziguinchor, président de la zone 1A de l'EDECAF de Ziguinchor. Il est dans tout, il est dans le mouvement Naveta. Monsieur, avant de venir dans le mouvement Naveta, nous allons terminer avec vos fonctions de président de zone et les actions que vous menez dans le cadre de l'environnement. Mais nous allons parler de votre GIE, Vision Future. Vous pourrez nous parler un peu de cette structure? Oui, c'est un GIE de jeunes, hein, parce qu'on s'est dit qu'il faut également, au-delà des bénévolats que l'on fait, essayer de créer de la valeur ajoutée. Et avec les déchets, nous voulons transformer les déchets en ordures, comme on appelle ordures, mais nous en ordures, qui permettra vraiment des gens de pouvoir souvenir à leurs besoins. Parce que dans les déchets, il y a beaucoup de métiers qu'on peut créer. Par exemple, si vous prenez le plastique, vous pouvez le transformer en plusieurs objets. Et donc, pourquoi pas se spécialiser dans ce sens-là, ramasser tout ce qui est plastique et le transformer. Aujourd'hui, nous avons une machine qui nous permettra de compacter au moins des plastiques. Donc, compacter les plastiques, pour un premier instant, c'est pouvoir les revendre. Pour deuxième instant, c'est pour que demain on puisse au moins imaginer à fabriquer des objets à travers ces plastiques-là. Troisième chose, nous sommes, en tout cas les GIE là, à plus contractualiser avec 15 jeunes qui vont faire la collecte et le tri des déchets. Donc la collecte se fera comment? Nous avons nos poubelles que nous allons remettre à des populations, en moyennant au moins une contribution de la population pour que nous puissions toujours souvenir, nous pouvons toujours supporter les charges. Les charges, ce sont les 15 jeunes qu'on va payer, mais également les carburants qu'on va transporter, tout cela.
et que cette contribution de la population n'est pas une contribution assez lourde. Nous sommes en train de voir comment faire un système de telle sorte qu'ils contribueront entre 1 500 et 2 000 francs par mois. Et nous passerons récupérer leurs ordures chaque semaine, 2 fois au minimum par semaine, et que ça leur permettra de ne pas vivre ensemble avec les ordures à la maison. Mais spécialisé dans l'ensemble des déchets ou c'est spécifiquement les déchets plastiques? Non, c'est l'ensemble des déchets ménagers. Maintenant, on va même apprendre à nos clients comment faire le tri pour que les clients puissent savoir que les déchets plastiques, je dois les mettre ici. Les déchets biodégradables, je les mets au niveau de notre poubelle. De telle sorte que ça soit vraiment là-bas, au niveau de la base même, on commence à s'habituer à ces différents tri. Et donc nous, on passe chaque semaine, une fois ou deux fois par semaine, on vide votre poubelle, on ramène au niveau de notre centre et on fait un second tri. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque part où les gens sont mélangés, quelqu'un s'est précipité, il l'a mis ici au lieu de mettre de l'autre côté. On fait un tri, tout ce qui est plastique, nous le transformons, nous le compactons et nous le vendons tout de suite. Tout ce qui est biodégradable, nous essayons de faire du compostage pour créer de l'engrais bio. Aujourd'hui, nous tous nous parlons de consommation bio. Et donc, il faut créer de l'engrais qui permettra de pouvoir fertiliser nos sols et d'acheter des tomates bio, d'acheter des salades bio, d'acheter. Donc, tout cela peut être issu simplement de ces ordures aujourd'hui qui font débat dans toutes les communes, dans toutes les régions, parce que la gestion des ordures pose problème. Quelqu'un m'expliquait, me disait, Président, c'est vrai, hier, lorsqu'on créait Ziguinchor, peut-être c'est une seule personne qui a créé Ziguinchor. Il n'avait pas besoin de gérer les dossiers, parce qu'il était seul, tout est vierge. Et il ne produisait pas beaucoup de déchets. Gestion, on parlait de ça auparavant, le concept de gestion, quand on parle de gestion, on te parle de l'argent. Mais aujourd'hui, si on parle de gérer des déchets, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qualifiées à le faire. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons vraiment nous spécialiser à être des experts dans la gestion de déchets. C'est vrai que ça va prendre du temps, que les gens ne s'attendent pas tout de suite que le Vision Future règle leurs problèmes tout de suite et immédiatement. Non, nous allons progressivement prendre des familles tests pour voir comment ça va évoluer et un jour nous arriverons à couvrir tout Ziguinchor. Le démarrage, c'est pour quand exactement? Oui, nous avions démarré avec un set-setal de masse où on a, parce que notre quartier cible, le quartier test, c'est Grand Dakar et Diaby. Nous avons en son temps nettoyé, en tout cas enlevé pratiquement tout ce qui est déchets, des dépôts sauvages. On a vraiment, ça je pense que les délégués de quartier et les habitants de Grand Dakar pourraient nous témoigner dans ce sens-là. On a enlevé le maximum en tout cas de déchets, de ménagères qui se trouvaient dans les quartiers sous forme de comment s'appelle-t-il, de dépôts sauvages. C'était pour pouvoir démarrer même le mois qui suit, mais malheureusement nous n'avions pas fini d'acquérir le centre parce qu'un problème d'espace s'est posé entre-temps à Ziguinchor et que vraiment aujourd'hui la solution est trouvée pour ça. Nous allons vers la construction de ce centre parce que aussi quand il prend, selon nous, notre objectif, quand on récupère les déchets de nos clients, il faut tout de suite le valoriser. Donc il ne faut pas récupérer encore, créer notre dépôt sauvage pour encore ramener ça. Nous ne voulons pas entrer dans ces détails. C'est pour ça que nous attendons d'abord jusqu'à ce que tout soit mis dans l'ordre pour pouvoir démarrer réellement notre travail. Mais nos poubelles sont là. Et notre cible est là, il est identifié et nous avons peut-être la possibilité aujourd'hui, dès qu'on a le centre bien fait, on peut commencer notre travail. On espère le centre pour quand? Oui, tout de suite, on peut vous dire que peut-être dans un mois ou plus tard. Mais vous savez, c'est des réalités aujourd'hui, les problèmes de terre sont des réalités. Tu peux démarrer tout de suite à construire et une autre personne vienne pour interrompre la chose. Pour dire que non, là c'est pour mon oncle, voilà, là c'est pour mon truc. Et donc il faut aller encore vers une négociation, Waktan, etc., etc. Mais je pense que la question est réglée définitivement. Mais néanmoins, comme c'est des problèmes de terre
qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartenait pas à mes grands-pères, etc. À chaque fois qu'on va démarrer un travail, nous attendrons, nous ne pourrons pas vous dire tout de suite mais notre souhait, aujourd'hui, tout est sur place. On a toute la capacité aujourd'hui de pouvoir réaliser tout de suite le centre. Le centre, c'est quoi? C'est de créer un mur où nous pouvons sécuriser ceux qui vont travailler, de telle sorte que mettre un hangar pour notre machine et commencer à travailler. C'est seulement ça la difficulté. Mais en complicité avec la mairie de Ziguinchor et le Prodemud, nous avons eu un centre qui nous avait en tout cas identifié. Il nous reste seulement la construction. Et donc nous allons démarrer bientôt les constructions parce que les briques sont faites. Et le ferrailleur a fait ce qu'il a à faire. Et il reste maintenant à pouvoir creuser et démarrer. Voilà, nous attendons impatiemment la réalisation de ce projet qui va sans doute, comme vous l'avez dit, soulager les ménages du côté de la commune de Ziguinchor. Monsieur le Président, vous êtes part du point focal du club changement climatique. Nous avons vu, j'ai reçu le président de ce club ici, que je salue de passage. Aussi certains membres de ce club qui sont passés dans cette émission. Vous êtes là, le club est en train de mener des activités. Quelle collaboration vous avez avec les collectivités territoriales? Oui, vous savez, le club a été même installé ici au niveau de la mairie de Ziguinchor. Le club, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble des associations œuvrant dans l'environnement, dont mon association, qui s'appelle SOS Environnement. Et donc, je suis le point focal parce que l'ONG qui a mis ce club-là au niveau de Ziguinchor m'a saisi et pour le représenter. L'ONG s'appelle ASI, Action Solidaire Internationale. Et donc, ils avaient un projet de mettre 20 clubs dans 20 villes différentes. Et à Ziguinchor, ils ont pensé à ma personne pour représenter leur ONG et pour leur faciliter à l'installation de ce club. On a fait, un jeune de Ziguinchor a été identifié et a été porté à la tête. Aujourd'hui, c'est lui le président de la plateforme nationale. Et cela a permis même d'aller jusqu'en Tunisie pour parler des questions de l'environnement. Et la plupart, ce sont des jeunes qui ont appris l'environnement parce qu'ils ont fait l'université à Sansec à l'agroforesterie. Donc il y a une potentialité qui est là à Ziguinchor, qu'on peut en tout cas mettre en synergie pour avoir un environnement sain dans Ziguinchor. Parce qu'ils ont l'expertise, ils ont la technicité, ils ont appris. Il suffit maintenant de les organiser et le club, c'est dans ce sens-là qu'on a mis ce club-là et nous sommes en train en tout cas de voir comment avoir une collaboration, un partenariat avec la mairie de Ziguinchor pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'on a collaboré avec la mairie de Ziguinchor dans la création, dans la mise, dans un futur proche, des jardins publics. Mais aussi, sur la route de Kandjalan, nous sommes en train de voir, parce qu'il va être mis des bancs publics, etc. Pourquoi pas le club changement climatique puisse porter le combat, parce que nous avons la capacité de mettre des bancs publics avec des matières plastiques. Et donc ça nous permettra, parce que nous on a dit, il faut qu'on arrive à un jour à avoir des grèves sans pneus brûlés. Parce que s'il n'y a pas de pneus qui sont là dans l'air libre, il n'y aura pas de pneus qui seront brûlés. Si tous les pneus sont utilisés pour d'autres fins utiles, en mettant des meubles, en mettant des bancs publics, en mettant des pots de fleurs, en mettant même des miroirs à base de pneus, donc il n'y aura plus de pneus dans la ville qui vont circuler, de telle sorte que quand les gens font des marches ou quand les gens font des grèves, la première chose c'est de brûler la route. À travers quoi? À travers un pneu. Donc s'il n'y a plus de pneus, peut-être les routes ne seront plus brûlées. Et donc ça aussi, nous allons peut-être contribuer à retirer tous les pneus là au niveau de la circulation. Okay. Donc nous rappelons, vous suivez toujours votre émission L'environnement en question avec notre invité, le président Mamadou Talibé Diallo. Nous remercions le club Changement Climatique qui a sponsorisé cette émission. Nous remercions aussi le jardinier de la mairie qui nous a gâtés de cet espace vert qui nous permet d'animer nos émissions environnementales.
Monsieur le Président, vous avez parlé, je peux dire, de l'économie verte avec cette formation que vous faites au niveau des écoles, de former les jeunes à la création de bancs publics à travers les pneus. Vous êtes en train aussi de créer des fauteuils ou d'autres meubles à travers des pneus. Aujourd'hui, cette initiative, au-delà de former ces jeunes, mais aussi quel impact ça donne dans le cadre de l'emploi des jeunes? Et vous savez, avec l'environnement seulement, nous avons des milliers d'emplois à créer. Des milliers d'emplois. Il suffit que les gens aient la volonté. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes jeunes, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas les moyens nécessaires, mais il y a des milliers d'emplois. Maintenant, la seule chose simple qu'il faut faire, c'est d'avoir confiance à sa jeunesse, tout simplement. D'avoir confiance que nous pouvons, quand ils nous donneront les moyens vraiment nécessaires à pouvoir le faire. Parce que nous sommes en train de le faire avec nos maigres moyens, quel que soit Alpha. Aujourd'hui, le jeune avec qui nous travaillons, qui s'appelle Chérif Djemé, il le fait très bien avec ses maigres moyens. Nous ne demandons pas, surtout pour la formation des jeunes, nous ne demandons pratiquement rien pour former les jeunes. En 2 heures ou 3 heures de temps, nous pouvons former un jeune à pouvoir créer au moins des pots de fleurs. Ou bien à créer des bancs publics. Et maintenant, pour les meubles, ça demandera des frais pour que tu puisses créer une chaise comme ça à base de pneus. Parce que ça va demander des fils de fer, ça va demander cette chose, ça va demander ce qu'on va allier avec les pneus et même des éponges pour au moins quand la personne va être, tu sois un peu confortable dans ce que tu fais. Donc c'est pour vous dire que ça c'est une partie. Mais quand tu prends par exemple l'emploi vert, c'est quoi? Parce que les gens ne comprennent pas la plupart le concept de l'emploi vert. Aujourd'hui, vous allez par exemple dans une salle comme la salle de la mairie. Avant d'installer les clims, il faut que quelqu'un qui est spécialiste en vitres, parce qu'il y a des gens qui installent les vitres sans qu'ils soient des spécialistes. Il faut qu'ils puissent allier le fait qu'il n'y aura aucune fuite de la clim. Et donc, il faut recycler tout de suite les gens. Il faut que les gens puissent travailler en consortium. Quand tu vas employer quelqu'un qui doit faire les vitres, il doit avoir la notion d'emploi vert. Il doit faire appel à quelqu'un qui va lui dire non, pour les vitres là, maintenant les normes c'est ça. Il faut l'étentialité de ceci pour que ça puisse contenir la clim. Parce que si la clim ne fuite pas, il y aura moins d'utilisation d'énergie. Et donc il y aura moins d'utilisation d'énergie fossile. Et finalement, il y aura moins de réchauffement climatique. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Et donc l'emploi vert, c'est important. Maintenant, quand on prend par exemple, pour tout simplement les ordures, on a un collecteur qui amène les ordures. On a quelqu'un qui va faire le tri. Il y aura quelqu'un qui va transformer tout ce qui est plastique. Il y aura quelqu'un qui va maintenant transformer tout ce qui est biodégradable en compost. Il y aura quelqu'un maintenant qui va vendre. Pour une seule scène, tu as eu combien? Tu as eu au moins 5 à 6 emplois créés. Et s'il faut multiplier cette scène-là par 10, tu as 60. Multiplie ça par 20, tu as combien? Donc c'est pour vous dire, avec seulement les ordures, nous pouvons en tout cas régler le maximum d'emplois à Ziguinchor. Mais il faut que les gens puissent avoir l'audace de scruter ou bien de faire confiance. C'est tout simplement. De faire confiance à la jeunesse, Président. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que souvent on a l'habitude, au Sénégal, c'est le constat, on minimise les gens qui travaillent dans les ordures. Est-ce que les jeunes sont conscients que maintenant la gestion des ordures, c'est de l'emploi, c'est de l'économie qui est là? En tout cas, pour l'instant, nous avons 15 employés permanents. 15 employés permanents. Depuis hier, ils sont en formation sur comment faire le tri. Aujourd'hui, ils vont aller à la décharge de Ziguinchor pour qu'on puisse les identifier, les types de déchets. Qu'ils sachent qu'est-ce que c'est qu'un déchet biodégradable, qu'est-ce que c'est qu'un déchet plastique, qu'est-ce que c'est qu'un déchet liquide, qu'est-ce que c'est. Et tous sont des jeunes de moins de 35 ans. Oui, il y a d'autres qui pensent que... Mais c'est parce qu'en réalité, ça n'a pas été valorisé. Aujourd'hui, si ces 15 jeunes sont pris comme modèle,
ces 15 jeunes arrivent, chacun a donné la dépense quotidienne. Chacun a fondé une famille à travers cet emploi-là. Mais tu verras des gens qui vont taper à la porte. Et je t'avoue, il y a des centaines de jeunes qui sont en train de taper à notre porte parce que depuis qu'on a lancé, que les 15 jeunes ont démarré, au-delà de ça, on a pris des journaliers pour faire le nettoyage de masse. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de taper la porte pour nous dire, Président, dès que vous avez la possibilité d'augmenter pour les emplois permanents, nous sommes prêts à s'engager. Donc c'est pour vous dire que c'est parce que la chose n'a pas démarré réellement et c'est parce que aussi nous avons un problème de moins pour pouvoir élargir notre champ d'action. Mais j'assure que les jeunes sont prêts à travailler, en tout cas certains d'entre eux sont prêts à travailler dans les ordures pour au moins gagner leur vie. Parce que s'ils ne le font pas ici, ils le feront ailleurs. Voilà, je pense que les autorités compétentes vont saisir cette opportunité. Comme le chef de l'État dit, la création d'emplois pour les jeunes. Et c'est une opportunité pour la création d'emplois pour les jeunes. Monsieur le Président, vous êtes le président de l'association SOS Environnement de Ziguinchor. Revenez un petit peu sur cette structure-là. Oui, cette structure, nous l'avons mise en place en 2018. C'est parce que lorsqu'on a constaté qu'il y a beaucoup de dépôts sauvages un peu dans la ville, et cela nous a interpellés pour qu'on puisse au moins contribuer. On était en train de contribuer, tout simplement. Et ça a permis de... Si vous regardez, lorsque vous sortez pour aller vers Bignona, il y avait un dépôt sauvage qui était volumineux en ce moment-là. Mais avec cette structure, SOS Environnement, nous avons mené beaucoup d'actions à ce niveau-là. Et aujourd'hui, machallah, il y a moins d'ordures là-bas. Parce que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Parce que si vous regardez là-bas, c'est des mangroves. Les mangroves sont la plupart un lieu privilégié pour les poissons, pour la reproduction. Et si vous polluez cette partie-là, on aura moins de poissons. Parce que tout ce qui est matière plastique, ça tue les lieux de reproduction. Donc c'est ce qui nous a valu à créer cette association. Et cette association a fait naître le Club Changement Climatique. Et ça a fait naître même les visions futures. Donc c'est pour vous dire qu'on commence petit et on avance. Peut-être qu'on ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand même nous sommes en train d'avancer, en tout cas sûrement, et je pense également lentement, mais aussi sûrement. Et donc nous arriverons un jour vraiment à créer, à notre avis, à pouvoir créer une industrie dans le domaine, comment s'appelle-t-il, dans la gestion des déchets. Voilà. Il y aura moins de poissons. Nous, les Djedjoukunda, ce n'est pas un problème s'il n'y a pas de poissons. Nous, c'est la viande. Donc, les Pelés et les Sanyankunda auront de sérieux problèmes s'il n'y a pas de poissons. Président, oui, vous avez parlé en tout cas de cette association qui vraiment, SOS Environnement de Ziguinchor, on peut dire qui a fait naître d'autres structures et vous continuez à évoluer. Mais au-delà de... voilà, je reviens surtout sur cet espace dont vous parlez. Le constat, chaque année, vous revenez pour nettoyer, mais les gens continuent à encore verser des ordures là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Parce que cette année, on est parti là-bas dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement pour nettoyer là-bas. Mais cette question revient chaque fois. C'est des gens qui viennent peut-être avec des 4x4, avec d'autres moyens pour aller verser là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution plus durable que chaque année venir nettoyer là-bas? Oui, parce que ce que nous avions proposé en son temps avec les autorités, on a dit maintenant, comme on a nettoyé clairement et nettement, il faut mettre un panneau d'indication qui permettra de dissuader les gens. Mais aussi, si le cas persiste, il faut aller vers la sanction. Il faut sanctionner toute personne qui verse là-bas, qui en appréhende, paye une amende. Si on le fait 2, 3, 4 personnes, les gens cesseront de jeter là-bas. Parce que ce n'est pas un lieu pour des dépôts d'ordures. Non. Si vous avez la possibilité de vous déplacer hors de Ziguinchor pour aller déposer des ordures, mais amenez ça directement au niveau de la décharge. La décharge n'est pas loin de Ziguinchor. Elle est là à quelques kilomètres de Ziguinchor, ici à Mamatoro. Donc vous amenez directement là-bas. Vous l'amenez juste à la sortie.
ou bien vous gardez, parce qu'il y a au moins des espaces où la mairie a aménagé pour qu'on mette les ordures là-bas. Après, ils viendront prendre ça, tu amènes ça là-bas. Donc, je pense que ça, il faut dissuader forcément les personnes. S'ils refusent, il faut les sanctionner. Parce que c'est seulement ça qui permettra vraiment d'avoir un cadre sain. Parce que comme tu l'as dit, c'est une chaîne. Quand aujourd'hui, nous avons des difficultés pour avoir des poissons, mais ils auront un jour des difficultés pour avoir des animaux. Parce que c'est une chaîne. Donc la chaîne, quand elle est coupée, quand un maillon quitte la chaîne, ça pose problème. La chaîne ne sera pas continue. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit veiller à ce que chez soi-même, à côté de chez soi, tu puisses au moins gérer bien ton environnement immédiat. Tu verras quand toi tu le fais, l'autre le fait, ça verra que tout le monde le fera. Et finalement, tu verras que la chaîne là, chacun a son rôle à jouer. Donc chacun a un maillon. Et tous les maillons, s'ils sont interconnectés, ça fera une belle scène et que chacun pourra se mouvoir sur cette scène-là. Voilà. Nous arrivons à la dernière partie de notre émission. C'est concernant l'engagement des jeunes du mouvement Navétane dans la gestion de l'environnement. Vous êtes président de zone, vous êtes à votre deuxième mandat. Vous avez été président d'AIC d'abord. Aujourd'hui, souvent, on note dans le mouvement Navétane, c'est taper le ballon seulement. Est-ce que dans votre zone, on sent véritablement la prise en charge de cette question environnementale? Bon, c'est à dents de scie. Hein. Ce n'est pas parce que je suis en train de faire des actions dans les autres associations où je suis que forcément c'est la même chose. Parce que le Navétane a sa conception, les gens ont une manière de voir le Navétane. Aujourd'hui, c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est le ballon d'abord. Après le ballon, c'est difficile de mobiliser les gens autour d'une activité. Mais d'une manière sporadique, ponctuelle, il y a des associations, il y a des AIC qui le font. Aujourd'hui même, une AIC de mon coin, par exemple, Caen, qui souhaite faire un set-setal le 4. Donc, il y a d'autres AIC également qui l'avaient fait. Beaucoup d'hommes avaient fait ça il y a un moment. Il y avait Djibok également qui avait fait ça aussi. Mais ce n'est pas des actions coordonnées comme on le faisait auparavant. Et lors de l'ouverture des classes, on va faire des actions de set-setal dans les écoles, les permettre de pouvoir vraiment reprendre bien les cours. Mais nous tâcherons en tout cas à continuer à faire la sensibilisation pour que les gens sachent qu'au-delà du sport qui est là, mais on dit un environnement sain un corps sain dans un environnement sain. Donc si le corps est sain, il n'est pas dans un environnement sain, ça va poser des problèmes. C'est pour cela que je souhaiterais également interpeller tous les présidents d'AIC à travers votre radio, tous les présidents de jeunes, de prendre la question de la gestion de l'environnement à bras le corps et de l'intégrer dans leur programme. Voilà. L'appel que vous allez lancer comme votre dernier mot, même si je souhaite longue vie, vous souhaite longue vie, mais ce n'est pas votre dernier mot dans la vie, mais votre dernier mot dans cette émission, peut-être qu'il va revenir avec vous lors d'une visite à Diembéring ou bien pour vous accompagner dans vos actions dans d'autres localités. Parce que l'environnement, la gestion de l'environnement, c'est une mission pour la radio municipale de Ziguinchor. Donc un appel que je voudrais lancer à l'endroit de la jeunesse pour des questions environnementales. Oui, d'abord, je souhaite d'abord remercier le maire de Ziguinchor pour la facilitation qu'il est en train de faire pour nous, dans le cadre du GIE Vision Future, mais aussi dans le cadre du Club Changement Climatique. Parce qu'aujourd'hui, il a une oreille attentive sur tout ce que l'on fait et sur toutes les interpellations qu'on le fait. Parce qu'aujourd'hui, le site qu'on va mettre, le centre, c'est grâce au maire de Ziguinchor que nous avons obtenu ce site-là. Même si le site n'est pas dans la commune de Ziguinchor, mais c'est le maire qui a facilité l'obtention de ce site. Et donc nous le félicitons pour ça. Mais aussi nous le félicitons pour toutes les actions qu'il est en train de faire à l'endroit de la jeunesse de Ziguinchor à travers les subventions qu'il avait fait pour les associations de jeunesse, à savoir les mouvements de jeunesse et les associations affiliées au Conseil régional de la jeunesse. Et nous souhaiterions également que cette action soit pérenne et qu'il puisse chaque année nous accompagner parce que nous sommes prêts à accompagner toute action
et de développement de la mairie de Ziguinchor, parce que également la jeunesse doit être à côté des pouvoirs publics pour pouvoir développer leur contrée. Mais également, comme tu l'as dit, un appel à la jeunesse de s'engager, de protéger leur environnement, parce qu'aujourd'hui, sans un environnement sain, nous n'avons pas une vie saine. Et donc, nous interpellons tout le monde à pouvoir se battre pour avoir un cadre de vie sain. Et nous avions lancé un slogan qui est en vogue, un jeune, un arbre. Et donc, je dis à toute la jeunesse de la région de Ziguinchor de planter un arbre. Et si nous sommes 100 000, nous avons 100 000 arbres cette année. L'année prochaine également, nous faisons la même chose. Nous allons tout de suite reprendre ce flambeau de la Casamance verte. Et donc, un jeune, un arbre, je ferme l'édition par rapport à ça. Mes remerciements vont sincèrement également à notre partenaire qui nous a fait confiance. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, ils nous ont toujours accompagnés à travers le Conseil régional de la jeunesse jusqu'à l'installation de ce GIE. Surtout, c'est eux qui sont nos partenaires principaux, c'est la GIZ. Réussir au Sénégal, avec le programme Réussir au Sénégal. Je profite de votre antenne pour les féliciter, les remercier, et surtout l'antenne sud qui est en Casamance, dirigée par Mafali Mbodj. Et merci. Merci beaucoup. Le slogan est lancé, adressant à toute la jeunesse de la région de Ziguinchor, mais de la Casamance naturelle. Un jeune, un arbre, cette année pour la saison des pluies. Et je pense que tout jeune doit s'engager. Et partout où on nous appelle la radio municipale pour ces actions, nous serons toujours présents. Parce que l'environnement est une question très importante. Et comme on le dit, il y a certains qui disent aujourd'hui la gestion de l'environnement elle est plus importante que ces questions de nucléaire. Parce que l'environnement étant menacé, c'est l'humanité toute qui est menacée. Merci du côté de la caméra, mon technicien, mon caméraman préféré qui s'occupe bien de cette émission, Paul Manga. Je remercie l'ensemble de mon équipe de la RMZ qui m'accompagne. Du côté du montage, on a le petit Olivier. Nous avons du côté de la technique Big Rich, mon Richard, comme j'ai l'habitude de le dire. Je remercie les stagiaires, mon caméraman Mamdiaye, du côté aussi de Siradio, le journaliste qui s'occupe des questions de politique. Je remercie en tout cas l'ensemble de l'équipe de la radio municipale de Ziguinchor. Je remercie aussi mes partenaires qui ont bien accepté dès le début de m'accompagner dans le cadre de la réalisation et de la production de cette émission, le Club Changement Climatique que nous saluons de passage. Nous remercions aussi les jardiniers de la mairie de Ziguinchor, Omar Ngom, que nous encourageons dans l'entretien de cet espace. Et nous vous redonnons rendez-vous mardi prochain avec un autre invité. Merci et merci à l'ensemble des auditeurs de choisir la radio municipale de Ziguinchor et de suivre cette émission, l'environnement en question. Merci à vous.